Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, le podcast de débat autour du manga. C'est le retour des émissions enregistrées, là sans diffusion en direct, on est que entre nous cette fois, et j'espère que celle de la semaine dernière vous a plu. Qu'est-ce qu'un bon manga ? Drôle de question, non ? Et vous savez quoi ? On n'a absolument pas la réponse à cette question. Vous pouvez déjà quitter votre... Alors si vous voulez... À bientôt, au revoir. La réponse, ouais, non, c'est clair, personne n'a de vraie réponse, parce que si elle existait, cette réponse... Il suffirait de l'appliquer à tous les titres. Comme ça, il n'y aurait plus que des bons mangas. Alors, s'il n'y a plus que des bons mangas, il faudrait faire une nouvelle émission. Mais c'est quoi un excellentissime manga ? On va se perdre. Non, on peut pas faire ça. Ça devient trop compliqué. Non. En vrai, en revanche, il y a une vraie idée. Il y a une vraie démarche derrière l'idée de cette émission. Clémence, est-ce que tu pourrais nous donner l'origine de cette émission ? Pourquoi on a voulu la faire ? En fait, je pense que c'est parti d'une conversation qu'on a eue entre nous. Et vraiment, c'est une question un peu bête, mais qui revient quand même assez souvent. D'essayer de distinguer ce qui fait un bon manga de façon plutôt consensuelle, on va dire. Comme par exemple, pour mieux, des spécialistes comme nous, j'ai envie de dire. Et les raisons plus subjectives qui fait qu'on trouve un manga personnellement très bon, ou on va dire qu'il va nous plaire. Et je trouvais ça intéressant de faire la distinction, justement, entre ces deux choses. Ce qui est objectivement un bon manga, et puis en fait, ce qui nous-mêmes va nous plaire. Et en vrai, moi, je pense que c'est une question qui est intéressante à se poser pour n'importe quel média en soi. Pas juste les mangas, mais ça vaut pour les films, ça vaut pour les romans. Mais voilà, pourquoi ne pas se la poser ? Et puis ce qui serait intéressant, c'est de savoir jusqu'à quel point tu as conscience que le manga que tu adores n'est pas si bon que ça, mais ça t'empêche pas de l'adorer. Oui, c'est ça. Ça aussi, il y a des petites Exactement. nuances comme ça qui peuvent être intéressantes. C'est quoi un bon manga ? C'est la question de cette 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous et re-bienvenue dans cette 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette fois, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer les bons mangas. Seulement les bons, parce que bon, un bon manga, c'est un bon manga parce que il est... Ah non. Vous voyez voilà quoi. Ah non, où tu pars ? Mais un mauvais manga, c'est un manga... Non, c'est compliqué. Pour répondre à cette question, laissez-moi vous demander, chers vous tous, un tonnerre d'applaudissements chez vous pour Robin. Salut Robin. Salut Robin. Salut. Une hola pour Johnny. Johnny, Merci. On tape dans ses mains pour Clément. Ouais. Et un tonnerre avec ses pieds pour Julie. C'est quoi ça ? J'ai été bloqué par la table. Tu petit. Ouais, Voilà, ouais. j'espère que vous allez bien et que cette intro d'émission vous fait plaisir. Hashtag 5DC pour réagir. Discord, Insta, Twitter, cherchez, vous nous trouverez. Et puis bien sûr, pour ne rien rater de cette émission, pensez à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Alors, c'est quoi un bon manga ? Avant de continuer à répondre à cette question, je pense qu'il faut... qu'on définisse deux termes ou qu'on fasse la différence entre objectivité et subjectivité. Ce qui est objectif et ce qui est subjectif. Ce qui est subjectif, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous mettez derrière des mots. L'objectivité, c'est justement essayer de ne rien mettre derrière, d'être le plus neutre possible. On est objectif quand on enlève un peu de soi. Est-ce qu'on peut vraiment être objectif ? Ça, c'est plus compliqué. Ça, c'est compliqué. C'est ça la vraie question. Je pense que quand on veut parler d'objectivité, en tout cas quand ça porte à une œuvre, je vais dire d'art, mais en tout cas quelque chose d'artistique de façon générale, c'est ce qui repose sur un consensus. C'est-à-dire que des gens, pendant des années ont réfléchi à quelles sont les recettes pour une bonne œuvre, et on peut potentiellement un peu se fier à ça. Donc on en parlera plus tard, mais voilà, une bonne histoire, des bons personnages, enfin voilà, quelque chose d'assez cadré. Là, je pense qu'on est quand même sur quelque chose de plutôt objectif, même si effectivement tout part en soi de nos propres émotions, nos propres sensations, et donc de la subjectivité.
J'ai entendu Robin Je fais chipper. Ouais. Non, mais parce qu'en fait, notre définition de l'objectivité, elle dépend de notre propre subjectivité. Donc, du coup, est-ce que l'objectivité Exactement. existe vraiment ? Moi, je pense pas. Mais Fin de cette émission. Et voilà. Allez, à bientôt. Rentrez. Au revoir. Johnny, Julie, vous vouliez rajouter quelque chose sur cette différence, cet équilibre objectif-subjectif? Bah, je pense qu'on va en parler pendant 1 heure. Donc... Non, moi j'ajoute rien à ce truc-là, j'ai pas envie de. t'as déjà Des petits souvenirs qui remontent. Bon, posons la première question de cette émission. Est-ce que ressentir des émotions à la lecture d'un manga fait que ce manga est bon? Est-ce qu'à partir du moment où l'auteur arrive à provoquer des sentiments chez n'importe quel lecteur, ça fait du manga un bon titre? Bah, moi, je dirais oui. Et que ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait jamais ce que réserve un manga avant de l'avoir lu. Et un nouveau titre, bah, c'est ou un mangaka inconnu. Hein, on sait jamais ce qu'il va y avoir dans les pages qu'on va commencer à tourner. On va commencer à dire ouais, le dessin, on l'a déjà vu et revu. Et puis page 53, on fait mais comment est-ce que j'en suis arrivé là? Et pourquoi est-ce que j'ai envie de savoir la suite? Bah, parce que peut-être c'est un bon manga. Au niveau des émotions, est-ce que vous voyez ça comme quelque chose d'assez comme un curseur, genre ça c'est un bon point, ça crée des émotions, donc bon manga? Ça dépend ce que ça crée en nous, je dirais, parce que il y a des émotions qui vont être potentiellement difficiles à provoquer, oui. Je dirais enfin voilà, dans le quotidien, en dehors de ce qu'on peut vivre nous, des choses difficiles, mais je veux dire, il y a des émotions qu'on va vivre à travers un manga qui vont être très fortes, qui vont être voilà, parfois de la tristesse ou une forme de passion ou une excitation qui vont faire qu'on peut estimer qu'un manga est bon parce qu'il a réussi à créer ça. Mais parfois l'émotion, ça va être une forme de, voilà, je sais pas, une détente ou de l'humour, ou et finalement, c'est pas parce qu'un manga, je vais bien l'apprécier sur le moment et qu'il va me provoquer un peu de rire que je vais trouver que c'est un bon manga. Du coup, c'est forcément, la question est un peu complexe de mon point de vue. Moi, est-ce qu'un peu de rire est une vraie émotion? Oh là là. Tu vois, non mais je veux dire, oui, c'est pas de juste joie. une distraction Si, et un petit peu. simple divertissement. Non, mais Ça t'as reste une raison, émotion. effectivement. Ouais, pour moi, ça reste une émotion. Mais c'est ça, est-ce que avoir une émotion, c'est être un bon manga? Déjà, c'est quelque part, il a réussi. C'est peut-être pas forcément un bon manga, mais c'est-à-dire qu'il a déjà réussi à véhiculer quelque chose. Donc, que ce soit une émotion négative ou pas, mais clairement, un manga qui évoque une émotion négative, en vrai, il t'a marqué. Donc, t'as ressenti quelque chose. Et pour moi, tu peux trouver que c'est pas un bon manga pour toi, mais ça peut être un manga objectivement bon. Qu'est-ce que t'appelles une émotion négative? Une émotion négative, c'est par exemple, je sais que j'ai pas aimé pour telle ou telle raison, mais par contre, je comprends pourquoi l'auteur a voulu rendre cette histoire comme ça. J'évoque souvent. Là, on n'est pas tant dans l'émotion, on est plutôt dans l'appréciation. Ah si, parce que Oui, ça mais peut c'est être une de la émotion colère que par exemple. Non, mais ça tu peut être vois. une émotion que t'aimes pas aussi. Oui, voilà, ok. Moi, je sais que des fois, il y a des mangas, ils me mettent en colère. Où il y a des personnages, je me dis, mais non. Enfin, et du coup, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas longtemps, on a fait un top, tu vois, avec tous nos mangas préférés sur 10 ans. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mangas qui n'étaient pas dans ma liste parce que c'était des émotions que je juge trop négatives. Enfin, ça peut être vraiment une tristesse très forte. Et il y a des mangas qui, en jouant pourtant sur des choses très émotionnelles, peuvent quand même garder l'équilibre et ne pas verser dans quelque chose qui serait, je dirais, excessif pour ma part. Moi je pense que c'est une condition nécessaire mais pas suffisante qu'un manga fasse ressentir des émotions. Je pense que tu vas le ressortir souvent. Mais non, mais parce qu'en fait, on peut très bien, on peut très bien détester une œuvre, tu vois. Et c'est une émotion. Tu peux détester une œuvre. Et en fait, tu peux détester un personnage dans une œuvre. C'est pas pareil que détester une œuvre. Mais pourtant, globalement, c'est la même émotion. Donc en fait, c'est tout dépend de quelle appréciation, le message qui va être porté par l'auteur, qui peut être clair ou pas d'ailleurs, ça peut être très ambigu et tout, mais pour moi c'est ça qui va faire la différence. C'est est-ce que tu vas est-ce que tu vas avoir une émotion négative vis-à-vis de l'œuvre ou vis-à-vis de personnages qui sont dans l'œuvre, et c'est pas du tout la même chose, quoi. Donc c'est pour ça que je dis c'est un truc important, parce que forcément il faut ressentir des choses quand on plonge dans un manga et une fiction, a fortiori, mais il faut aussi que ça nous fasse réfléchir plus que juste être dans la détestation ou un truc comme ça. Tu vois, je voulais rebondir sur ce que disait Julie par rapport au top, l'émission qu'on a fait la semaine dernière, où j'ai parlé de Bonne Nuit Poun Poun, où pour le coup, pour moi, c'est pas forcément un manga que j'ai vraiment apprécié lire, parce que c'était douloureux comme lecture, c'était compliqué.
mais c'est un manga que j'estime être un bon manga parce que justement, là on parle d'émotions, c'est un manga qui procure des émotions extrêmement fortes. Alors c'est pas plaisant à la lecture parce que c'est très, très noir, c'est horrible en fait. C'est pas du tout envie de vivre dans ce monde-là, même si il est censé représenter le nôtre. Et pour moi, effectivement, c'est pour ça que la question est un peu ambiguë parce que comme tu dis, tu peux pas rester là-dessus. Et de toute façon, on a plein d'autres points qui, selon nous, faut qu'un manga est bon. Mais effectivement, provoquer des émotions, c'est important dans tous les cas pour, je pense, qu'un manga soit considéré comme bon, parce que sinon on est juste apathique si on n'a rien ressenti à la lecture. Bon, c'est qu'il y a un problème quelque part quand même. Tu sais, des fois je reçois des épreuves de lecture et je suis là devant les mangas, je fais vas-y, fais-moi rire, amuse-moi, vas-y, divertis-moi manga, fais-moi ressentir des choses. Danse pour moi. Je voulais danse petit singe, danse. Je voulais qu'on reste dans la partie négative des émotions. Est-ce que vous avez déjà réussi à détester vraiment foncièrement un personnage dans un manga? Ah bah oui, moi j'ai fait l'émission Tokyo Ghoul, je peux te dire que je l'ai détesté. Kaneki. Tu détestes Ken Kaneki? Ah ouais, je le déteste. C'est en fait. Mais tu aimes Tokyo Ghoul? Mais j'aime bien Tokyo Ghoul parce qu'en fait, ça sert. Son personnage, il est. Enfin, moi je le trouve horripilant, mais ça n'empêche que ça sert l'histoire. Et moi je déteste en fait qui s'apitoie sur lui-même. Ok, je peux comprendre toute l'histoire qu'il a vécue, mais en tant que personnage, je trouve pas charismatique. Je trouve pas. Enfin, ça m'énerve son apitoiement. Ça n'empêche que Tokyo Ghoul reste un bon manga pour moi, même si je n'aime pas le héros. Bah moi c'est... Attention, on sort du placard là. Mais genre Silent Voice, j'ai eu trop de mal. Enfin, tu détestais le petit quoi. Non, parce que c'était pas forcément lui ou elle, mais il y avait un truc. Non, il y en a une qui est très violente envers la jeune fille sourde. Je suis désolée, j'ai complètement oublié les prénoms. Mais et elle avait une violence. J'étais là, wow, meuf, calme-toi. Enfin, déjà, moi, je peux me dire, attention, Julie, il faut mettre un peu d'eau dans ton vin. Mais là, je trouvais qu'il y avait une espèce d'excès, quoi. Que c'était vraiment aller dans enfin, pousser le curseur à fond parce qu'on est dans une fiction. Enfin, je l'ai perçu comme ça, tu vois. Et je me suis dit, bah attends, là, c'est too much. C'était trop. En fait, ce que je trouve vachement intéressant dans ce que vous dites tous les deux et le fait qu'il y ait des personnages que vous détestiez dans une histoire que vous aimez beaucoup, c'est que pour moi, ça veut dire qu'à un moment donné, l'auteur, il a été capable de vous mettre en empathie totale avec un personnage. Peu importe lequel c'est, peut-être que c'est pas forcément le personnage principal, mais ça veut dire qu'il a été capable d'écrire des personnages qui font que si tu détestes autant cette femme, c'est parce qu'en fait, elle est d'une violence extrême et que tu as ressenti en fait ces actions, tu as ressenti les violences qu'elle est capable de faire sur cette personne. Oui, mais au contraire, ça, tu te décroches parce que tu dis, mais on est tellement dans quelque chose de rocambolesque et qui n'est pas du tout, qui dénote complètement du récit que tu décroches. Enfin, ça te sort du truc parce que tu dis tellement ressenti d'empathie envers le personnage, enfin envers cette jeune fille qui était harcelée, que ça t'a fait, enfin que c'était tellement violent que tu as décidé d'en sortir en soi. Ou que tu t'en sors naturellement. Enfin tu ne peux plus, tu te dis non, je veux plus voir ça, et c'est une réponse naturelle. Enfin tu vois, non, ça suffit, et tu t'en éloignes. Mais ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui a été réussi en soi, dans l'absolu, tu vois. Elle a réussi à me faire arrêter de lire son manga. C'est super. Enfin, je crois que c'est un peu foiré. Parce que si je vous posais cette question, c'est parce que j'arrive pas à retrouver de personnages que j'ai réellement détestés dans un manga, sauf à quelques reprises, et à chaque fois le personnage que je détestais disparaissait du manga. Ah bah c'est bien ça, t'étais content après. Donc du coup en fait à chaque fois j'ai été habilement manipulé par l'auteur. T'aimes pas Bakugo dans My Hero Academia? Mais c'est là où il y a aussi une grande différence, et je pense que c'est important aussi dans la conversation qu'on va avoir pendant toute cette émission, c'est que les mangaka, eux, leur objectif, c'est d'être publiés, et donc c'est d'être lus par le plus grand nombre, et donc effectivement que personne décroche de leur manga. Et donc c'est pas du tout la même chose que d'avoir comme objectif de faire le meilleur manga ou de faire un bon manga dans l'absolu ou selon leurs propres standards. C'est de faire un manga qui va être lu par leur public, ou en tout cas qui va être accepté par la maison d'édition. Et à la différence aussi d'un réalisateur, d'un film ou d'un auteur de roman unitaire, on va dire, c'est des séries. Donc tu as intérêt à tenir aussi tes lecteurs sur la durée. Là où sur un film,
les gens ils sont au cinéma, c'est bon, ils vont pas partir, certains vont partir, mais la majorité vont rester. Dragon Ball, non, pas. Donc globalement c'est un petit peu plus, et l'exercice est différent. Je voulais vous poser une autre question, puisque on a fait la question sur les émotions. Maintenant, est-ce que la popularité ça joue? Est-ce qu'un manga populaire est obligatoirement un bon manga? Désolée, je lance un peu, mais c'est vrai que c'était une des raisons pour lesquelles on avait lancé un peu ce débat, cette question entre nous. C'est que c'est vrai qu'on entend souvent parler, en tout cas sur les réseaux sociaux, on voit souvent passer des mots comme un banger, ou c'est le GOAT, c'est le meilleur manga de tous les temps. Et c'est très bien, si les gens ressentent les choses comme ça et de façon aussi forte, c'est super. Mais c'est vrai que parfois, on sent qu'il y a un peu un décalage entre un manga qui va être extrêmement populaire et hyper plébiscité, et potentiellement un avis qui est un peu plus posé, on va dire, de notre côté. On va être là, c'est très sympa, mais bon, je dirais pas que c'est parmi les meilleurs mangas que j'ai lus. De toute façon, les réseaux sociaux ne sont pas là forcément pour apporter de la mesure, et les algorithmes font que la mesure n'est pas très appréciée sur les réseaux sociaux. On en reparlera tout à l'heure. N'empêche que à partir du moment où un manga a tant de millions de lecteurs, est-ce qu'on peut se dire que il est bof? En fait, tout dépend des raisons pour lesquelles il est devenu populaire, quoi. C'est un peu comme dans plein d'autres médias, mais je veux dire, si c'est parce qu'il y a eu un habile travail de marketing ou un truc vraiment fait pour rameuter des gens de manière un petit peu, artificielle, voilà, vers une œuvre, ça peut très bien la rendre populaire pour une raison X ou Y, mais je veux dire, ça va pas vouloir forcément dire que les qualités intrinsèques de l'œuvre sont bonnes, tu vois, genre à ce compte-là, Kiei c'est un bon manga parce qu'il s'est bien vendu et qu'il a une communauté et qu'il y a beaucoup de gens qui le lisent. Honnêtement, alors moi je veux pas du tout cracher sur Kiei, c'est pas du tout, je veux pas être le rabat-joie de service, mais ça me semble pas être un manga qui, dans ses qualités, était à la hauteur de la popularité qu'il avait, quoi. Je reviens juste sur un terme que tu as utilisé quand tu parles de marketing qui fait gonfler artificiellement. Le marketing est normalement là pour ramener des lecteurs sur un titre qui peut être compliqué ou qui peut pas forcément toucher tout le monde du premier coup. Mais si le titre est bon, si le titre sait parler à ses lecteurs, le marketing ne servira qu'à augmenter plus vite le nombre de lecteurs. Ouais, après, on peut, c'est pareil, on peut parler longtemps du rôle du marketing, mais le marketing, quand même, souvent, les budgets sont mis sur ce qu'on appelle les enjeux, donc c'est des titres dont on considère qu'il y aura des grosses ventes. L'exemple que tu as utilisé de Kiei, il y a eu zéro marketing. Il y a eu uniquement de la communication. Ouais. Et en plus, effectivement, on parle d'un auteur qui a déjà une communauté, et donc c'est sa communauté qui allait lire son manga parce qu'ils aimaient l'auteur. Non, mais c'est marketing au sens large, quoi. Je veux pas forcément parler de action marketing de l'éditeur, mais je veux dire, il y a un truc c'est un produit, quoi. C'est plus un produit. Enfin bon, je veux pas, voilà, parce qu'en le disant, on a l'impression forcément que je vais être hyper méprisant envers les gens qui lisent Kiei. C'est pas du tout mon propos. Je veux pas du tout dire que si vous aimez Kiei, vous êtes des grosses merdes. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est que c'est un manga qui a attiré une communauté pour des raisons qui sont extrinsèques à sa qualité, quoi. C'est parce que les gens aimaient le créateur qu'ils ont lu ça, quoi. C'est pas parce que c'était un bon manga, quoi. Donc je veux dire, la popularité et la qualité, voilà, que ce soit le dessin, la mise en scène, tout ce qu'on veut, ne sont pas forcément en corrélation, quoi. Mais est-ce que c'est pas un exemple qui justifierait la règle? Est-ce que Naruto, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, One Piece, c'est les mangas les plus populaires? Et est-ce que c'est quand même pas des bons mangas? Quand on essaye d'être le plus objectif possible. C'est des bons mangas, enfin. Et puis, après, il y a ce truc aussi de comment c'est considéré à la base. Je pense au Japon, même si effectivement il y a une espèce de modèle économique, on y reviendra plus tard, qui fait que le manga est un produit culturel à part, enfin dans leur système de consommation culturelle, on va dire. Moi, je pense qu'il y a quand même un souci chez les grands éditeurs, par exemple Jump, c'est un des grands éditeurs, de
respecter une charte qualité et de dire il y a le fameux sondage, si ça plaît pas au lecteur, on va passer à autre chose. Et c'est pas non plus dire à quelqu'un j'ai l'impression que quand ils font ce sondage, ça nous paraît extrêmement violent parce que on sait que c'est difficile de percer, d'avoir des bonnes idées, de tenir le rythme. C'est un métier qui est très difficile, mangaka. Et il y a ce système qui nous paraît quand même très brutal, mais je pense que justement, il y a toute une structure qu'on ne voit pas, parce que c'est les petites mains, parce que c'est les gens qui ne sont pas destinés à être mis en lumière, qui sont là pour que le rouage de la machine fonctionne bien et dire à chaque auteur, on essaye, ça n'a pas marché, reviens avec une autre idée. Et c'est pas forcément un truc pour broyer les auteurs ou pour faire du chiffre ou dire allez, on veut toujours plus de nouvelles idées. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un malentendu à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai que je nous permets une petite digression, t'as raison. Sur l'internaute.com, il y a une interview de Tatsu, l'auteur de Dan Dadan. Et c'est vrai qu'il explique les galères qu'il a eues avec son éditeur, Shihailin, à réussir à percer, à trouver la bonne histoire, à trouver ce Dan Dadan qui, j'ai l'impression, est considéré comme un bon manga. On dirait. En tout cas autour de cette table, voilà. Et c'est vrai qu'il revient beaucoup dessus, c'est très intéressant et ça me donne vraiment envie de fouiller, d'interroger plein d'auteurs qui eux n'ont pas réussi, mais du coup on les connaît pas, donc il faut les chercher, tu vois. Oui, ou revenir à chaque fois sur les débuts d'un auteur, c'est très intéressant. Et surtout il parle d'un truc qui me paraît très important et qu'on n'a jamais évoqué en tout cas dans cette émission, et j'ai pas eu l'impression en tout cas dans la presse manga de l'avoir vu, c'est que il y a des problèmes pour payer les gens, que lui en tant qu'assistant, alors on sait pas, ça se trouve on parle de 100 €, mais il dit que effectivement il a bossé pour des mangaka, il n'était pas payé, ou il était payé en retard et c'était compliqué, et que du coup il pensait à tout arrêter. Oui. Puis, je pense qu'en général, au Japon, quand tu dis je veux faire mangaka, tes parents ils te regardent de travers, quoi. Enfin, ils disent t'es sûr, tu veux pas réfléchir, regarde, il y a un truc chez l'assurance en face. Non, je caricature, mais on connaît, on sait le truc de la vie de bohème. Mais voilà, on digresse. Non, mais je suis d'accord. Pour revenir justement à la question de la popularité, est-ce que ça fait comment dire, un manga est bon, est-ce que ça sous-entend pas qu'il a des qualités intrinsèques? Oui, exactement. En fait, c'est juste que ceux qui fonctionnent de ouf, genre qui vraiment arrivent à convaincre n'importe qui, tu te dis, il y a un truc dans ces mangas, et on est tous d'accord, je pense, autour de la table, même dans notre top de la semaine dernière, il y a énormément de mangas dont on a parlé qui ont été extrêmement populaires, parce qu'il y a quelque chose, effectivement, qui fait que c'est bon. Alors on en parlera plus tard, quelles sont les raisons pour lesquelles on considère que c'est un bon manga. Effectivement, à partir du moment où c'est populaire, ça doit te mettre la puce à l'oreille. Mais c'est pas forcément automatique. C'est-à-dire que pour moi, il y a des mangas qui sont populaires à peu près vaguement, tu vois, mais qui fonctionnent bien et tout ça. Il y a aussi d'autres, tu vois, il y a des étapes, quoi. Il y a ceux qui sont vraiment au top du top, et là, je pense que tout le monde il y a un petit consensus. Et puis après, il y a ceux qui sont populaires, mais tu sais pas trop pourquoi ils sont populaires, ou alors il y a un effet de mode, ou je ne sais pas. Ou alors c'est la suite de Dragon Ball. Ou alors c'est la suite de Dragon Ball. Exactement citer Dragon Ball. Non mais exactement. Et là, en tout cas, c'est un très bon exemple. Et tu te dis, voilà, après, pas sûr que ce soit très 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 bon, quoi. Non mais j'avoue, bonjour, je m'appelle Maxime, ça fait des mois que je lis Dragon Ball Super. et je continue. Bonjour Maxime. Et pourtant tu sais que ce que tu lis c'est pas très bien. Mais tu lis. Et pourtant je suis tellement attaché à tous ces gens, à tous ces personnages fictifs qui sont là avec moi, qui n'existent pas vraiment, que je vais continuer. Et je suis là, je fais non mais c'est vrai que l'arc Trunk du futur. Ouais, mais ensuite, bref, tu vois, je m'auto-justifie. Non, mais parce qu'il y a le plaisir qu'on en tire, et il y a effectivement après des qualités un peu plus objectives. Après, oui, en termes ça se lit facilement. Oui. Je galère pas, je raccroche pas sur les dialogues, tout est fluide, quoi. En plus, il y a un cas assez particulier dans le manga, c'est qu'on a affaire quand même à des œuvres qui sont extrêmement longues, et donc carrément, genre il y a un manga qu'on peut trouver très bien à un moment donné, et à un moment donné, on le trouve plus bien du tout. Oui. Genre que ce soit Naruto ou One Piece, tu vois, genre. Oui, il y a des creux. Ce sont des mangas qui sont ce serait vraiment cracher dans la soupe que de dire que c'est pas bien, tu vois. C'est vraiment des mangas exceptionnels. Mais on est tous d'accord pour dire qu'il y a des arcs qui sont nuls à chier, quoi. Ouais, mais j'ai une théorie à ce sujet. Ma théorie, c'est qu'on est obligé de faire des arcs moins bons, non pas
Enfin, je veux dire, l'auteur ne se dit pas, ah, là je vais faire un arc pourri. Bah non, tiens, évidemment. ça va bien faire chier tout le monde. On fait un arc un peu plus faible pour permettre de lancer l'arc suivant qui lui sera beaucoup plus fort. Mais comme ça prend du temps de lancer les choses, tu vois, quand on écrit quelque chose, ça prend du temps, Ils sont à des flux mises en tendu en plus, place, c'est etc. compliqué. Je sais pas si c'est aussi théorisé que ça Mhm. chez eux. À mon avis, c'est un truc vraiment. Bah après, c'est ça aussi qui fait qu'une œuvre est grande, c'est que c'est quand même fait avec sincérité. Même quand c'est pas bien, c'est fait avec sincérité. Tout à fait. Après, pour faire une comparaison un peu nulle, mais pour moi, il y a vraiment ce truc de plaisir immédiat que tu vas trouver dans la lecture d'un manga et vraiment, genre en mode des bonbons, tu vois. Les bonbons au sucre hyper industriel que tu as mangé. Toutes les Zoomax, là, toutes les Zoomax. Il a déjà fait ça dans une Ouais, émission. mais attends, tiens, bon, il m'a- on veut pas. il m'a vachement inspiré sur l'émission d'Anne Dadan. Moi, j'ai voulu faire pareil. En plus, c'est bientôt Halloween, les bonbons, les Exactement. Non, dragibus. franchement, je vois pas ce que tu dis, Joe. C'est vraiment très bien comme comparaison. Bref, je reviens. Et donc, ouais, bon, bref, je sais même plus ce que je disais. Non, Les si, bonbons, les bonbons. les bonbons. Non, mais t'as les bonbons industriels qui vont te procurer un plaisir immédiat et t'es content, c'est un peu coupable, mais t'es là, ah, c'est sympa quand même et tout. Puis après, t'as les bonnes pâtisseries que fait ta maman, tu vois, genre, t'es là, waouh, mais ça c'est trop bien, il y a une vraie recette. Ou ton pâtissier, peu importe, tu vois. Mais... Et là, il y a vraiment un artisanat, tu vois, ils savent faire et tout. Enfin, pour moi, c'est un peu la différence, tu vois, entre le plaisir que tu peux avoir à lire des mangas. Tu vois, où tu vas dire, ouais, c'est kiffant et tout, un bon shonen de baston, genre, ouais, c'est sympa, il y a la bagarre et tout, bon, ok, c'est pas très intéressant, mais c'est pas grave. Et puis après, t'as, je sais pas, des bons mangas, comme Le Bon Chasseur. Non, mais tu vois, où là, bon, mais en fait, je veux pas trop spoiler parce qu'on va en parler après, mais tu vois, où là, il y a vraiment un bon scénario, des bons personnages, il y a un truc différent, il y a un truc qui te marque. Bon, avançons. Ça me rappelle juste une anecdote, puisque le week-end dernier, j'étais dans Paris, et là, je vois une colonne Maurice. Donc, vous savez, les colonnes Maurice à Paris sont des, Il y en a 550. des gros, voilà, une des 550 colonnes Maurice, Ouais. avec une affiche d'Anne Dadan dessus. Et assez exceptionnel, non, pour le C'était manga. exceptionnel, évidemment. Donc, j'étais content. Donc, je vais pour la prendre en photo. Et en fait, juste derrière, il y avait la pâtisserie de Cédric Grolet, qui est un super pâtissier star d'Instagram. Et c'est lui qui recompose des fruits où on dirait vraiment que c'est un fruit. Oui. Puis quand on le coupe, c'est un gâteau et ça a l'air délicieux. C'est 9 € la pâtisserie. Il paraît que c'est un tout petit peu trop cher pour ce que ça met. Ouais. Paraît-il. 9 €. J'ai pas testé. Et donc, juste derrière, il y avait la pâtisserie Cédric Grolet. Et donc, il y avait une file d'attente énorme. Parce que on était un samedi, donc il y avait beaucoup de monde, mais genre une centaine de personnes qui faisaient la queue pour acheter des pâtisseries chez Cédric Grolet. Donc je prends une photo. Et ensuite j'étais en face, j'étais à un arrêt de bus, et donc ensuite je retourne à mon arrêt de bus. Là, il y a une vieille dame qui me dit, ah, c'est quoi la pâtisserie que vous prenez en photo? C'était pas ça, bon, pas du tout. Je vais pas commencer à lui raconter non, que c'était la colonne Maurice. Ah non, alors c'est Cédric Grolet, alors il fait donc j'ai dû lui expliquer tout qui était Cédric. Voilà. Puis il est sur Instagram le lien, et TikTok d'ailleurs. Rien à voir avec Et les bons anecdote, mangas. c'est que donc les colonnes Maurice pour Dan Dadan, c'est un truc assez exceptionnel. Et j'ai vu que Shiailin, donc l'éditeur de Dan Dadan, a tweeté une photo des colonnes Maurice de Dan Dadan en France. Bah, parce que pour c'est dire stylé genre quand c'est même. trop stylé. Et donc tu dis ouais, ils ont bien joué leur coup. Non, clairement. Bon, on a fait les émotions, on a fait la popularité. Est-ce qu'il y a des mangas qui, sans vraiment commune mesure, on se dit, voilà, ça, c'est un bon titre. Est-ce que ça existe, ces mangas où tout le monde s'accorde à dire que c'est un bon titre, comme Psyren par exemple, Kaneko Atsushi Kaneko. comme ceux de Le Kaneko, manga Kaneko. comme Akira, comme Naruto. Non, mais voilà, je veux dire, voilà, ces mangas, ils existent, Joe. Franchement, je sais pas. Mais non. Par exemple Akira Joe. Mais non, mais c'est moi. Bah, vas-y, lance-toi sur moi, Akira. je suis un peu resté bloqué sur Julie qui dit qui parle donc du Jump, comment ça fonctionne, t'as pas assez de votes, t'es pas assez populaire, donc ta série s'arrête. Du coup, c'est un peu la question inverse. Genre, si t'as pas assez de popularité, on estime que ton manga est pas bon. Et c'est là où il y a une petite nuance qui est assez bizarre. C'est les règles du magazine. Mais Oui, mais après, il y a. Tous les magazines dans le ne fonctionnent manga, pas comme ça. il n'y a pas que le Jump. Enfin, Oui, c'est ça, oui. Oui, non, mais Oui. tous les magazines de prépégulation fonctionnent comme ça. Non. Ok. bah, non, puis surtout, t'as des mangas qui arrivent en France et Les qui plus sont, gros, mais qui les- sont pas les plus passés gros, par ce truc de sélection. sélection. hein. Non, tous les magazines ne fonctionnent pas avec cette technique du jump qui est rodée depuis les années. Oui, là on dit manga depuis tout à l'heure, mais en fait il faut comprendre shonen. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, parce que Ouais. moi, en fait, C'est ça. quand t'as dit ça, j'ai pensé à l'Afternoon, par exemple, qui est un magazine seinen qui fonctionne pas avec cette cote de popularité, avec ces sondages de popularité, même s'il y en a aussi, puisque Oui. tous les éditeurs en font. Bien sûr. Parce que les études de marché sont beaucoup plus récurrentes au Japon qu'en France, mais c'est pas la même guerre, quoi.
En tout cas, pour en revenir, désolé de cette digression, un bon manga, pour moi, c'est un peu... c'est un tout, finalement. C'est du graphisme que tu peux apprécier. Ça ne veut pas dire que tu le trouves beau, pas forcément, mais tu l'apprécies. Un scénario, un bon scénario, des personnages qui soient charismatiques ou non, un univers, bref, c'est un tout. Ouais, mais qui juge du graphisme, qui juge du scénario. Enfin, après, c'est ta personne qui juge ça. Hein. Mais du coup, c'est. On tu n'est pas. vois, c'est là où c'est compliqué. Non, c'est le temps qui Vas-y, Robin. Non, parce que pour moi, en vrai, si on discute, on parle objectivité. Alors, même si j'ai dit en introduction que l'objectivité n'existe pas, mais la chose qui pour moi se rapproche le plus de l'objectivité, c'est le temps en fait, quoi. C'est le temps qui va juger si une œuvre est bonne ou pas, quoi. Est-ce qu'elle a traversé le temps, est-ce qu'elle a traversé l'histoire de son médium. C'est ça qui va faire en fait. Et c'est du coup c'est très difficile pour moi de dire si une œuvre contemporaine est bonne ou pas, et aussi bonne qu'une ancienne œuvre, parce qu'en fait j'ai pas encore le recul pour être capable de savoir si elle va traverser l'histoire. Alors après Astro c'est bon, Dororo c'est bon, Phoenix c'est bon, c'est tout le même mec. Après j'ai des comment dire, des intuitions. Je peux me dire ça je me rappelle à l'époque de Fire Punch quand c'est sorti, je me suis dit ça c'est un manga qui va rester dans l'histoire, mais c'est une intuition, je sais pas en fait, ça se trouve il va pas rester, ça se trouve il sera dans les mangas oubliés dans 5 ans, tu vois. Mais pour moi c'est le seul juge impartial qui existe pour juger objectivement ou le plus objectivement possible la qualité d'une œuvre, c'est le temps, quoi. Oui, mais bon, n'oublions pas que c'est un médium qui est encore jugé trop récent. Et en tout cas, certains médias, je pense à certains journaux de la presse généraliste, s'étonnent toujours d'un phénomène manga, tu vois ce que je veux dire ? En France, mais finalement, la bande dessinée, c'est aussi vieux que le cinéma, tu vois. Et le cinéma, on est tout de suite... Enfin, on se pose pas de question de se dire les grands maîtres du cinéma, c'est ces personnes-là, et les grands maîtres du manga, finalement... Alors peut-être pas, ils sont pas encore arrivés en France à la même époque, mais aujourd'hui, on est capable de dire que oui, Tezuka, c'est un grand maître du manga, que même Matsumoto, qui est plus récent, on est capable de dire que c'est un grand maître, quoi. Leiji, je vais remonter sur ce que tu dis. Tayo. Robin, pour moi, je trouve que quand même, tu parlais de beau, et ça, je pense qu'il faudra l'explorer un peu plus pendant cette émission, mais pour moi, ce qui est marquant, c'est que d'un côté, c'est difficile de le définir, et en même temps, il apparaît souvent comme une évidence. Enfin, quand, tu vois, on en parlait la semaine dernière, quand on lit l'Atelier des sorciers, ou même, enfin, tu vois, Kaneko, il y a un truc de... Tu regardes son dessin, il y a un truc de... Enfin, je sais pas, c'est beau, quoi. C'est l'art. Ouais, c'est de l'art, et c'est quelque chose qui te saute un peu aux yeux. Alors peut-être pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas, c'est ça qui est un peu compliqué. Mais c'est là où pour moi, ce que moi je vais chercher dans un bon manga, ce qui moi va me dire qu'un manga est bon, c'est pas tant la beauté, même si ça joue et c'est important qu'il y en ait et tout ça, puis la narration, tout ça machin. C'est que ça apporte quelque chose de nouveau, parce que pour moi, on est quand même sur donc de la création, on est sur de l'art, et donc moi, ce que j'ai envie de voir, c'est le regard particulier de cet auteur et de cet artiste, en fait. Et quand un artiste arrive à faire quelque chose de vraiment nouveau et de montrer sa vision du monde, en général, souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent, ça fait un peu clic. Tu te dis, genre, attends, il y a un truc là-dessus, quoi. Et même si le graphisme est pas au top, même si, tu vois, c'est un peu bancal, tu sens qu'il y a quelque chose de fort, en fait, artistiquement. Ouais, bien sûr. Mais après, de toute façon, c'est pour résumer globalement... ce truc de qu'est-ce qui fait un bon manga. De toute façon, chacun se construit forcément ses propres critères d'appréciation. Je dirais que ça dépend forcément de l'âge qu'on a, de la culture qu'on a, du parcours qu'on a, de l'expérience qu'on a vis-à-vis du médium dont on parle, là, en l'occurrence le manga. Tu vois, nous, ça peut être, toi, ça va être ça, ce déclic, ce truc. Clairement, moi, Shirahama, il y a eu un truc de... c'est un déclic esthétique, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment le dessin, et en général d'ailleurs, les mangas qui me marquent, c'est vraiment le dessin qui crée ce déclic. Mais après, il faut pas oublier aussi qu'il y a des gens qui sont plus jeunes que nous, qui sont moins expérimentés que nous, et qui ont forcément des déclics qui sont différents, ou en tout cas des portes et des chemins pour arriver vers cette appréciation de leur goût qui sont différents. Des gens jeunes qui ont des goûts pas forcément très affirmés, le souhait d'appartenir à une communauté, d'être engagé dans un mouvement, tu vois, une dynamique, ça peut être plus important finalement que la qualité de l'œuvre. Je parlais de Kiei. Encore une fois, je veux vraiment pas du tout tirer sur ce truc, mais il y a un truc communautaire, quoi. Et c'est pas, ça veut pas dire que c'est pas bien, c'est juste que c'est un autre chemin d'entrée.
Et peut-être que par ce manga, ils vont se construire des goûts et une culture esthétique et tout, puis ils arriveront à d'autres choses plus tard. Mais c'est forcément, voilà, il y a un truc, effectivement, hyper subjectif. Julie, pour finir sur ce point. Non, moi je voulais juste dire que je rejoignais Joe sur le fait qu'un bon manga, ça doit être équilibré. Voilà. Merci, Julie. 5 fruits et légumes par jour. Robin, est-ce que le fait de se dire on commence par Kei et on arrive à d'autres choses, c'est pas la même chose que de se dire on commence par le manga et on finit par lire des vrais livres? Non, mais après, peut-être, mais c'est pas très grave. C'est des vrais livres, attends. Voilà, moi j'ai commencé en lisant du manga et de la BD et je me suis mis à lire des vrais livres, mais ça veut pas dire que j'ai arrêté de lire des mangas et du coup, j'ai ouvert mon esprit et puis c'est cool. Faut pas forcément créer une dichotomie entre les deux et dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Je pense que c'est très bien. Mais chercher la bagarre, moi. Tu cherches la bagarre. Non, mais moi je trouve ça très cool. Pas. Effectivement, je pense que c'est beaucoup plus simple pour des enfants ou des jeunes ados de commencer par la lecture manga parce que c'est un médium qui leur parle et ensuite de continuer à lire du manga, mais aussi de découvrir d'autres trucs. Je pense qu'effectivement, pour moi, ça me semble pas déconnant d'avoir cette phase-là. Après, de dire, lisez les mangas, comme ça, après, vous passez sur la vraie lecture et vous abandonnez le manga, ça, je trouve ça un peu idiot. Bon, mais en soi, je trouve pas ça déconnant. Juste restez pas dans l'absolu. Sinon... Non, après, moi, je suis pas choqué par le fait de commencer par lire du manga et ne lire que du manga. Parce que la richesse du manga, comme de la bande dessinée au sens très large, est tellement incroyable que il n'y a pas forcément besoin de lire d'autres choses. Non, mais ça apporte autre chose quand même. C'est vrai que la lecture oui, faut avoir envie, pur, faut être d'accord pour que ça tape. Tu vois ce que je veux dire ? Totalement. Non, mais effectivement, pour le coup, ça sert à rien d'essayer de forcer la lecture de romans, de polars, de quoi que ce soit. Si en fait, toi, ce qui te parle, c'est les histoires avec des illustrations par l'image. Enfin, si c'est ça qui te procure des émotions, je vois pas pourquoi il faut se forcer à autre chose. Après, je dirais quand même que je sais évidemment qu'il faut pas forcer les gamins, parce que moi, on m'a forcé à lire des bouquins quand j'étais au lycée et ça m'intéressait pas et je me suis pas mis à la lecture de romans à ce moment-là. Mais faut quand même, quand on est dans une démarche justement de culture personnelle sur un médium, il y a quand même à un moment donné cette notion de se forcer à faire quelque chose, tu vois, genre, bien sûr. Moi, on m'a forcé à lire Barjavel parce que je voulais pas lire de romans et j'ai fait quand même, et dans le manga c'est pareil, tu vois. Mais quand t'es un gamin, quand t'es ado, tu sais pas. On dit tu veux lire Barjavel, je sais pas, c'est quoi ce nom. On en parle souvent, mais dans le manga c'est pareil, ce truc de bon, quand on parlait de Tezuka, on l'a dit, quoi. C'est ok, ça a l'air vieux, machin, mais forcez-vous quand même parce que ça vaut le coup, quoi. Est-ce qu'on peut faire un point sur toutes les divergences là ? On commence un petit peu à s'opposer là, on se lance des petits pics à droite, à gauche, mais c'est vrai que quand on veut dire qu'un manga est bon, on se met face à des gens qui vont dire l'inverse. Mm-hmm. C'est obligatoire, non ? Oui. En fait, pour qu'un bon manga soit un bon manga, faut que quelqu'un te dise qu'il n'est pas bon. C'est la grande question, parce que finalement, si un manga était objectivement bon, tout le monde serait d'accord pour dire qu'il est bon. Mais il faut croire que c'est pas tout le temps le cas. Et bon, après, je rejoins un peu ce que je disais au tout début de l'émission, mais c'est vrai que les raisons qui vont faire qu'un manga va être adoré et considéré comme le banger, je le dis avec l'accent, absolu pour toute une communauté, alors que pour d'autres, des mangas qui seront moins populaires, genre Journey Beyond Heaven, sont considérés comme bien meilleurs alors qu'ils n'ont pas forcément cette popularité. Ils sont sous-cotés. Ils sont sous-cotés, genre c'est ça, surcotés, sous-cotés. En fait, c'est marrant parce que c'est vraiment un truc en plus qui est hyper populaire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce truc de est-ce que c'est sous-coté, surcoté, un peu ce truc cette dichotomie entre ce qui est populaire et ce qui est bon. Tu sens que tout le monde n'est pas assuré là-dessus, quoi. Même sans les réseaux sociaux, est-ce qu'aujourd'hui on est encore dans une conversation, t'es dans un café, tu rencontres des gens, est-ce que t'as encore le droit de t'offusquer sur des lectures, des films, des bouquins, Ça dépend de ton entourage. Ouais, c'est difficile. Non, mais en fait, c'est plus, comme disait Robin tout à l'heure, c'est aussi une question de chercher la validation d'une communauté. Enfin, si on en reste à ces histoires de qu'est-ce qui est le goût, quoi. Est-ce que je fais partie de ce groupe parce que je vais aimer la même chose qu'eux, ou au contraire, et du coup, le fait de toujours poser une valeur, parce que c'est ça aussi qui, moi, m'attriste un peu, de devoir toujours donner une note
parce qu'on est dans une ère de notes. Tu vas au resto, tu fous une note. Tu vas commander un Uber machin, tu fous une note au mec qui te conduit. Moi, je mets toujours 5. Je sais, mais bon. Moi, je vote jamais. Les mangas aussi. Mais là, voilà. Moi, je dis non. Oui. Mais J'aime voilà. bien, il a 5. Et donc la question c'est est-ce qu'on a vraiment envie de noter tout ? Genre j'ai bien aimé ton baiser, je vais te donner un 5. Super. Ah oui, tu parles comme ça à ton mari. Non, mais Romain, effectivement, ça Clémence. devient absurde. Non, bah après, c'est vrai que c'est un truc qui est très amplifié par les réseaux sociaux, c'est qu'on est aussi dans une époque où les débats ils se polarisent vachement. Bon, bah c'est voilà, l'effet Twitter, machin, c'est quand il y a un truc qui arrive, que ce soit une œuvre, un événement politique ou quoi ou qu'est-ce, c'est toujours pro ou contre et forcément, bah, dans ton appréciation d'une œuvre, il va y avoir comme disait Julie, ce truc de est-ce que je veux appartenir à la communauté qui est pour ou à la communauté qui est contre, et est-ce qu'il y a un entre-deux qui existe pour ça? Donc après, oui, il y a le droit de s'offusquer, mais s'offusquer pourquoi finalement? Est-ce que c'est s'offusquer pour comment dire, mettre en valeur sa propre indépendance ou sa propre différence des autres, ou c'est vraiment pour communiquer un goût ou une analyse précise? Je sais pas trop. Clémence et après Julie. Ouais, bah tu vois, en fait, c'est un truc dont j'avais parlé déjà lors d'une émission où je sais que, bah, notamment par exemple au travail, je name drop un peu, mais au travail, je suis souvent entourée de gens pour qui le populaire est vraiment considéré comme l'inverse du bon. Et à partir du moment où quelque chose est populaire, ils vont partir du principe que c'est mauvais et donc ils vont choisir des trucs que personne connaît. Ça, c'est bien. Ça, c'est exactement. Bah, j'en avais parlé parce que, bah, effectivement, pour moi, c'est une attitude un peu snob, mais bon, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je la décris, mais parce que, bah voilà, je connais des gens pour qui vraiment, comme ils veulent se différencier, faire partie de la communauté de non, nous on n'aime pas parce que tout le monde est allé le voir, ou tout le monde adore, genre Naruto, bah non, nous on trouve que c'est nul, parce que, mais presque un peu par principe, plus que vraiment par réflexion, ou juste, bah vraiment, non, j'aime pas, ou je trouve que c'est bien pour telle ou telle raison. Oui, alors, bah, est-ce qu'on a le droit encore de s'offusquer ? J'espère que oui. Mais le souci, c'est, je pense que, en fait, on a le droit de s'offusquer, mais comment c'est perçu maintenant ? En fait, c'est ça. C'est qu'il y a de l'autre côté, et on a pris conscience que il fallait quand même rester dans un dialogue, quoi. Donc, de l'autre côté, voilà, il faut être capable de s'offusquer et d'entendre la personne qui s'offusque sans s'offusquer soi-même. Bah, si vous avez encore suivi. Ouais, c'est dur. T'as réussi à le prononcer, pour moi, c'était déjà admirable. Hein. Mais voilà, et donc j'espère qu'on va pas arriver à un stade où les gens, les lecteurs vont se battre avec les libraires pour une histoire de manga mal rangé ou mal vendu, etc. Figure-toi que ça commence un petit peu quand même. Hein. Ouais, ça arrive. Tout doucement sur les réseaux sociaux. Hein. Ça arrive. En termes de dessin, d'écriture, est-ce qu'il y a des normes à garder ? Est-ce qu'on a le droit de s'engueuler ? Est-ce qu'il y a un dessin manga qui doit être unique, par exemple ? Non, tu peux pas avoir un dessin unique. Moi, c'est vrai que je me posais la question, est-ce que tu peux estimer qu'un manga est bon si on aime le dessin ? Et inversement, est-ce qu'on peut estimer qu'un manga est bon avec un dessin tout pourri ? Enfin, en tout cas, accepté par... Et moi, je suis assez mitigé là-dessus parce que c'est vrai que j'ai un manga que je trouve vraiment pas appréciable en termes de graphisme, qui est Fresia, parce que j'aime pas le dessin, mais c'est totalement personnel, mais je trouve qu'il sert l'histoire. Le dessin, en fait, il est dans la torture de l'esprit de l'auteur qui fait que, bah, moi, je trouve que c'est pas bien en termes de dessin, mais c'est bien en termes de manga. Parce qu'après, c'est vrai que l'attaque des titans est très décrite à ce sujet. C'est notre histoire. Bah, c'est un problème de perspective. On a des grosses têtes avec... Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que tu ressens l'intensité qu'il a mis dans sa plume. Ah bah, il y a des planches de Hunter x Hunter où il y a un moment, tu te dis, mais il a fait du brouillon. Ça devient abstrait. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. C'est la dynamique de l'histoire, c'est la dynamique des cases. Qui se passait dans sa tête, à ce moment. Après, on en revient aussi au truc de... à partir du moment où un manga était considéré comme bon, et vraiment très 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 bon par moment, en fait, parfois, il peut devenir vraiment nul pendant, je sais pas, quelques tomes, bon, bref. Mais c'est pas grave, c'est excusable parce que, en fait, on connaît, c'est pas grave. Après, pour le dessin, n'oublions pas qu'ils ont qu'une semaine... Enfin, oui, sur ces mangas très ça. célèbres, ils ont qu'une semaine pour faire leur planche et que bah forcément c'est un peu plus compliqué de faire du beau tout le temps.
Ouais, mais moi je pense que j'aurais plus d'indulgence du coup avec un manga qui bien écrit. Enfin, je veux dire, même si le dessin n'est pas d'une finesse incroyable ou qui n'est pas travaillé vraiment à fond, quoi, l'histoire doit primer. Si l'histoire est emballante, que tu vois que les personnages sont fouillés, que il y a des revirements dans l'histoire que tu n'avais pas du tout anticipé et qui arrivent au bon moment. Bah, c'est ça, une histoire bien écrite. Et je trouve que ça passe. Alors que j'ai remarqué parfois que tu pouvais avoir des histoires servies avec de très très beaux dessins, très très chiadés, mais s'il n'y a pas de contenu, ça fait un peu pétard mouillé, quoi. En waterbanger. Ouais. Mais en tout cas, en plus, si c'est moche, tu peux pas Instagrammer. Enfin, je veux dire, t'as tout faux là. C'est pas Sauf bon. si tu dis waterbanger. Et là, c'est bon. Ouais. C'est un plus pour concept. Twitter que pour Instagram. Après, tu reviens aussi comment dire, à l'objectif premier du manga, c'est que tu vas choper le manga dans le rayon et tu te dis ça c'est intéressant. Moi personnellement, par exemple, je vais pas forcément aller vers des mangas où le dessin me parle pas, où je le trouve un peu banal ou basique, que j'ai déjà vu plein de fois. Je vais passer mon chemin. En revanche, ce qui est sûr, c'est là où la popularité d'un manga, on en revient, est intéressante, c'est que si, je sais pas, des semaines, des mois, des années plus tard, en fait, tout le monde me dit non, mais en fait, moi j'ai lu, c'est génial. Ok, c'est pas ouf graphiquement, mais c'est vraiment génial en termes d'histoire. Je vais y retourner. Et peut-être que j'adorerais, mais je le prendrais pas sur le premier coup, quoi. Mais sans revenir sur les réseaux sociaux, Julie, on a toujours peut-être voulu quand même dire ça c'est mon titre, tu vois. À l'école primaire, c'est mon Dragon Ball, ça c'est le meilleur. Mais je sais qu'on est dans une culture où on veut toujours avoir un champion. Mais tu vois, je pense que c'est une question culturelle qui est beaucoup beaucoup plus large, parce que c'est une question qui est en fait une histoire de représentation. Et là, on arrive à ces questions-là de la représentation de la diversité. De ne pas avoir quelqu'un qui surclasse tous les autres. Et on est en plein dedans, vraiment, parce que on est en train d'ouvrir, j'ai envie de te dire, certaines portes et de montrer qu'il y a plein de choses qui existent, plein de personnages qui sont représentés et qui, en fait, ne sont pas comparables et qui ne peuvent pas forcément être comparés les uns aux autres et qui, en plus, aurait le bon goût de plaire à plus de gens que les quelques-unes qui connaissent déjà ces personnages-là ou ces œuvres-là. Mais c'est tellement plus facile de se poser et de défendre son champion. Oui, je sais. Mais parce que je pense qu'il y a aussi un autre son de cloche au même moment où on nous dit il y a plein de choses qui existent. C'est aussi, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc là, panique à bord, et on a l'impression que c'est la guerre, quoi. La guerre sur les rayonnages, la guerre pour le papier, la guerre pour avoir ton attention, qui pop-up là, comme ça. Mais c'est ça aussi qui est terrible, c'est qu'on a ça y est, on est devenu tellement des gens hypersoniques avec tous nos réseaux sociaux et notre internet, etc., qu'on a oublié le temps, c'est pas compressible, quoi. Pourtant, il y a la place de lire Blue Lock, Aoshi, Angel Voice et Captain Tsubasa. Ouais, mais ça, c'est quand tu t'appelles Maxime Bender. Mais non, c'est du foot, c'est bien. Ça Blue Lock, qui est pas du foot, mais c'est bien. C'est pour ça que c'est bien. Robin, est-ce qu'un chef-d'œuvre, est-ce qu'un bon manga, ça doit convaincre le monde entier, ou est-ce que ça peut rester au Japon ou en France ? Je pense qu'il y a des exemples. Enfin, pour moi, forcément, il y a un truc où, voilà, on est dans un monde, on est sur une planète où il y a plein de cultures différentes. Donc forcément, les différences culturelles, ça peut créer des exceptions. On a eu l'exemple en France, Naruto, qui a longtemps été en France le roi du manga devant One Piece. C'était la grande guerre Naruto alors que One One Piece. Piece c'est mieux, voilà. Alors que One Piece au Japon, pourtant Naruto est toujours deux. Alors qu'au Japon, One Piece c'est plus populaire, tu vois. Donc il y a un truc. Déjà là, bon, ok, on est sur deux mangas qui cartonnent, donc c'est une guerre, c'est la guerre pour la meilleure place, tu vois. Mais il y a quand même une différence entre deux territoires, quoi. Donc ça c'est assez intéressant. Mais après là, j'ai l'impression quand même qu'il y a un truc où on sent que c'est de moins en moins le cas. Moi, je ressens un peu ça. C'est probablement lié au développement très 360 des IP, voilà, où il y a les animés, les jeux vidéo, les machins. Alors là, je parle vraiment du développement mass market, les grosses licences de shonen et tout. Et il y a un truc peut-être encore plus international, ce qui va être encore plus amplifié par le simultrade maintenant, parce qu'on a les séries qui arrivent vraiment quasiment, qui arrivent Supersonic, qui arrivent en même temps, c'est ça. Supersonic, ouais. qui arrive en même temps, et donc j'ai l'impression que cette espèce de gap un peu culturel va tendre à diminuer, quoi. Mais pourtant, quand on pose la question aux auteurs sur à qui ils pensent quand ils écrivent leur manga,
aujourd'hui encore, ceux qui disent, qui vont répondre, alors peut-être que les autres ne sont pas sincères, mais ceux qui te répondent, oui, moi je pense à mes lecteurs internationaux, je peux les compter sur les doigts d'une main. Non, mais alors. Une seule main. Ouais, alors c'est pas forcément du coup du fait des auteurs, c'est peut-être plus un truc sur le travail de développement éditorial et tout, mais mine de rien, ces espèces d'exceptions au niveau des grosses licences, encore une fois, je la sens de moins en moins. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que quand il y a une grosse licence au Japon, elle va arriver en France et ça va être le carton et tout ça, quoi. Bah, pour moi, mais que ce soit le manga comme que ce soit n'importe quel autre médium, un chef-d'œuvre sera toujours un chef-d'œuvre de façon au niveau international, à une exception près, selon moi, qui pâtit le plus justement des différences culturelles, qui est l'humour. Et pour moi, effectivement, un très 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 bon manga d'humour au Japon sera potentiellement incompris dans plein de pays ailleurs. Donc, et pour moi, l'humour, c'est vraiment un peu l'exception, parce que pour moi, sur tous les autres plans, je pense qu'un excellent manga, enfin vraiment un chef-d'œuvre de manga, sera compris partout ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Ouais. Non, mais moi, je me demande effectivement comment sont briefés les jeunes auteurs, quoi. Parce que de nos jours, je pense qu'il y en a plein qui savent, ou qui espèrent en tout cas, qui seront lus en dehors du Japon. Et que peut-être on leur donne déjà des consignes ou qu'eux-mêmes ils décident de mettre certains éléments en avant plus que d'autres, et peut-être effectivement soit de jouer sur le culturel en disant on va faire des trucs bien japonais, la carte postale machin, ou au contraire être dans une espèce de neutralité pour être accepté du plus grand nombre. Et moi, ce que je trouve aussi incroyable, c'est que si une œuvre japonaise donc destinée à un public japonais à la base, plaît autant, que ce soit en France, en Italie, aux USA ou que sais-je, je trouve que ça dit aussi quelque chose de ce public-là. Je pense que ce manga répond à des attentes d'un lectorat qui n'arrive pas à contenter avec ce qu'ils ont chez eux, quoi. Ouais, ça dit plus quelque chose du lectorat que du manga. Oui, je pense. Ouais, c'est intéressant aussi, ça. Qu'est-ce que t'en penses, Joe ? Pour la question principale, un chef-d'œuvre est-il obligatoirement international? Parce que j'essaie de garder le fil, ce n'est pas facile. Et oui, il y a trop de Pokémon. On va dans tous les sens. Pas du tout. Non, mais c'est vrai que déjà pour moi, il faut faire une distinction vraiment entre chef-d'œuvre et œuvre culte. C'est pas vraiment la même chose. Pour moi, un chef-d'œuvre, c'est par définition, au final, ça doit être international parce que c'est censé être l'excellence du métier qu'on exerce. Donc, si c'est un chef-d'œuvre, c'est-à-dire qu'on a été reconnu dans notre métier, que c'est l'aboutissement de notre métier. Et forcément, quand on parle de manga, on parle d'auteurs. Des auteurs, il y en a partout à travers le monde. Donc, si on a un chef-d'œuvre de manga, c'est qu'on a un chef-d'œuvre parmi le monde entier. Un chef-d'œuvre qui devient culte avec le temps et qui ne l'est pas forcément à sa sortie. Enfin, il y a quand même aussi une évolution dans le manga. D'ailleurs, même le manga aujourd'hui, c'est plus que c'était quand Tezuka en publiait, non ? Non, le manga, c'est vrai que c'est plus que c'était finalement quand Tezuka a commencé. Et j'en avais parlé un peu avec Dan Dadan, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut que tout aille très vite. Donc avant, on pouvait limite prendre le temps, on posait son histoire, on posait le contexte, on pouvait acquérir un peu de lectorat. La série allait pas s'arrêter parce qu'il y en avait un petit peu, il y avait du bouche à oreille, le manga devenait bon et populaire. Aujourd'hui, on a l'impression que si dès le premier chapitre, on n'a pas accroché quelqu'un, on n'a pas accroché 1 milliard de lecteurs, s'ils sont pas là et qu'ils sont pas au rendez-vous, on stoppe la série. Et c'est un peu, je reviens aussi sur l'histoire de l'international et de l'occidental. Time Paradox, en gros, il était assez apprécié occidentalement parlant. Il y avait énormément de lecteurs. Pourtant, les Japonais ont décidé de l'arrêter. Donc c'est pas parce qu'il y avait personne qui lisait. C'est juste que c'était pas le public finalement qui. Après, on n'est pas dans le secret des dieux. Il a pu être arrêté pour d'autres raisons. Bien sûr. Il n'a pas obligatoirement été arrêté parce que il manquait de popularité. Il a pu aussi être arrêté parce que le rédac chef ne peut pas blairer ce manga, parce que l'auteur est sorti avec la petite sœur de Lady. Enfin, tu vois. Oui. Non, mais moi, je suis sûr que Maxime, il est dans le secret des dieux, mais il ne va pas le dire. Non, mais tout est possible. Mais c'est vrai que récemment, en tout cas sur ces 3 dernières années, j'ai lu pas mal de news et d'actu qui disaient la série a vraiment bien démarré, vraiment genre plus d'1 million de vues, etc. sur Jump+, on en a fait une série papier, ça a commencé dans le Jump, au bout de 2 tomes, ça s'est arrêté parce que ça a pas tenu, tout simplement. Mais au bout de 2 tomes. Ou que l'auteur n'a pas tenu. Ça paraît. Oui, non, pour revenir à ce que disait Johnny au début, il y a une accélération incroyable. Et au Japon, maintenant, j'ai l'impression que le modèle
de création de nouveaux mangas est un petit peu... bon, je vous brosse le tableau vraiment à grands traits, hein, mais tout se fait en ligne. C'est-à-dire que, mettons que des mangakas se créent un compte sur un blog ou sur un site dédié aux créateurs. Ils vont commencer à se créer une petite notoriété, ils vont se faire remarquer et des éditeurs vont les approcher pour développer certaines œuvres ou leur proposer des œuvres de commande parce qu'ils ont bien aimé leurs traits, etc. Donc il y a quand même quelque chose il y a une machine qui s'emballe plus vite, quoi. Et ça reste une industrie, effectivement. Ouais, voilà. Et je pense que la pression économique est pas à oublier parce que en plus, on a la même chose en France. Hein. Il y a quand même une crise de la presse papier et au Japon, au début, en tout cas, les mangas, ils sortaient sur des catalogues, enfin des magazines hebdomadaires ou mensuels et ils étaient sur du papier. Donc l'arrivée du numérique, ça a un peu fait allez hop, on change tout, les quilles se retrouvent complètement dispersés, on rebat les cartes, etc. Donc moi ce que j'aimerais savoir, mais je sais pas, c'est vraiment une question que je me pose, c'est savoir si les volumes de sortie des nouveautés au Japon depuis 2012 ont beaucoup augmenté grâce au numérique. Faudrait rentrer dans plein de non, c'est un travail titanesque. Mais c'est marrant parce que cette discussion me fait me dire, mais cette réflexion est bête, mais en même temps pas tant que ça. C'est que dans les années 60, les très bons mangas étaient réfléchis, préparés, et dans les années 2020, les très bons mangas sont dus au hasard. Pas forcément. C'est un peu parce que ce qu'on dit aussi, c'est que les jeunes auteurs qui nous plaisent actuellement, ce sont des incubateurs. C'est-à-dire qu'ils ont bouffé du manga. Ils ont des références incroyables. Ouais, et ils sont capables de te dire, de resituer des choses de l'histoire du manga. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit une époque un peu particulière. Enfin, je parle surtout du marché du manga en France. Je sais pas trop au Japon comment ça se passe à ce niveau-là, mais là, on en a déjà parlé pas mal de fois. On a fait des émissions là-dessus, mais on est quand même dans une époque où on a des rééditions d'œuvres qui sont relativement anciennes, qui partent des années 60 avec Tezuka jusqu'à des œuvres plus récentes, mais qui finalement restent anciennes, type Sanctuary, dont la Perfect vient de sortir, etc., ou Eden, qui sont des rééditions d'œuvres anciennes qui fonctionnent quand même bien, quoi, tu vois, genre c'est parmi de très bonnes ventes. Dans notre émission sur les meilleures ventes, on en a parlé. Donc c'est forcément des œuvres qui recrutent des nouveaux lecteurs qui n'ont pas forcément lu ça à l'époque, parce que j'imagine que vu les ventes, ça peut pas être que des gens qui avaient lu à l'époque, tu vois. Donc ça veut dire forcément aussi qu'il y a un truc de la qualité d'un manga qui répond pas nécessairement au code d'une époque, tu vois. Ces mangas-là, c'est pas des mangas qui étaient dans ces codes dont vous avez parlé sur ça va vite et tout, c'est des mangas qui répondaient aux codes de leur propre époque, mais qui ont, comme je disais en introduction, ils ont traversé le temps, quoi. Ils ont traversé l'histoire de leur médium. Il y a eu un moment donné, après ça peut être aussi lié au fait que les éditeurs en question ont fait un bon storytelling sur l'œuvre en disant ça a généré tel truc, ça a inspiré tel auteur et tout machin, mais en tout cas la qualité de ces œuvres-là n'est pas nécessairement liée à l'époque dans laquelle ils sont sortis, quoi. Moi ça me fait penser quand même que, je reviens sur le avant un bon manga, c'est vrai qu'avant un bon manga, t'avais juste à avoir un manga qui respectait des codes classiques. Tu parlais des codes, là on le ressort. Et il suffit juste d'ajouter, je sais pas moi, un univers nouveau, des pouvoirs nouveaux et un contexte nouveau, et ça passait. Maintenant, t'as l'impression qu'il faut vraiment tout casser. Changer de code, faut être provoque, faut faire sauter la tranche d'âge. Ah, on sait pas si c'est pour les 12 ans. Ah, on sait pas. C'est pas juste que je parle pour les shonen et pour les shoujo. Les shonen, tu mettais de la baston, tu rajoutais de la magie, c'était bon. Tu rajoutais des pirates, c'était bon. Maintenant, c'est plus ça. Il faut aller au-delà. Mais qui te dit que les mangas d'avant ne cassaient pas déjà les codes ? Bah non. Moi, je trouve qu'ils étaient très classiques. D'ailleurs, on en a parlé au début avec My Hero Academia. Oui, non, quand tu prends Kyojin no Oshi... J'ai pensé à la même. Alors, il est pas sorti en France, mais c'est le manga qui a cassé tous les codes et qui a inventé des nouveaux codes pour le manga sportif. Non, ce que je veux dire, c'est que par exemple, le shoujo, tu mettais une comédie romantique, tu le mettais du côté du volleyball, tu mettais du côté du handball, bref, tu changeais un peu le contexte. Et les gens, ils aimaient. Maintenant, t'as l'impression que tout a déjà été fait aussi. J'ai l'impression qu'on embellit un petit peu aussi ce qui se faisait avant et qu'on a oublié tous les trucs nuls. Ah oui, c'est possible. Mais c'est le temps qui juge. C'est là où on a une production qui est de plus en plus grande.
Bah après, moi, je pense qu'on peut se référer quand même à quelque chose qui est connu. C'est la Bible du shonen avec le Jump, parce que les codes, ils sont connus et reconnus et rebattus, quoi. Enfin, on a parlé tout à l'heure, mais je pense que les jeunes auteurs, déjà, ils les connaissent par cœur. Ils les ont vraiment lus, incubés, recrachés. Ils peuvent te faire des cocottes en papier si tu veux avec. Mais moi, je trouve que là, oui, c'est difficile, et c'est là où un bon auteur, je pense, va tirer son épingle du jeu, c'est quand il va trouver la bonne bonne idée, et réussir à se démarquer. Et là où je suis vraiment, vraiment très admirative, c'est la façon dont eux, mais aussi les équipes qui les accompagnent, leur font trouver des nouveaux chemins, des nouveaux terrains. Et la créativité est incroyable. Enfin, surtout quand tu vois qu'à chaque fois, c'est les tantos qui leur lancent des idées comme ça. Bah oui. Est-ce qu'ils en lancent juste 10 000 au hasard et ça marche, ou je sais pas, tu vois. Ouais, on aimerait bien. En même temps, là, depuis tout à l'heure, on parle forcément d'éditeurs, d'édition et tout ça, mais c'est vrai que la question même de ce podcast, qui est qu'est-ce qui fait un bon manga, ça fait partie, enfin en tout cas pour moi, du cœur du métier d'éditeur. Bien sûr. C'est leur vie, en fait. Ils passent leur vie à se poser cette question potentiellement et de lire des titres et de se dire, est-ce que ça, c'est un bon manga ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Puis après, est-ce que ça va plaire aussi ? Parce que je pense qu'il y a aussi potentiellement des éditeurs qui vont vouloir éditer des bons mangas, des mangas où ils se disent ça va être culte dans 30 ans, 40 ans, sauf qu'en fait, ça va pas se vendre parce que personne va vouloir acheter ça tout de suite, c'est sûr. Et je pense que c'est ça, pour le coup, ce serait intéressant de poser la question, tu vois, genre un tanto de comment ils gèrent ça. Bah, je pense que je repense aussi à l'idée de la créativité. Enfin, je pense que c'est lié. C'est que en fait, on est en train de découvrir avec la diversification du marché que il y a 1001 façons de faire du manga. Donc, il y a toujours des histoires qui vont te toucher, qui vont te parler, si tu acceptes de sortir de la zone de confort, qui est généralement le shonen, le premier step, on va dire. Mais c'est plus vrai, parce que maintenant, on peut avoir des personnes qui voient leurs enfants lire des mangas et qui disent « Ah, ça a l'air intéressant », et ils vont voir leur libraire qui va leur recommander des choses adaptées à leur âge, et ils vont se mettre à lire, je sais pas, Les Gouttes de Dieu, ou tu vois, des choses comme ça. Et je pense que c'est ça, c'est qu'on va être en train de voir que tout est possible en manga, ça c'est vrai. Et que là où ça devient compliqué en tant qu'éditeur en France, je pense que c'est délicat de se lancer dans des choses qui semblent extrêmement niches ou qui sont vraiment très 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 spécifiques, quoi. Bah oui, non, parce que là tu réponds exactement à ce que vient de dire Clémence. C'est-à-dire que finalement les tantos, ils doivent tenter des choses, mais en même temps ils ont un magazine pour lequel ils sont des sortes d'administrateurs. Un magazine ne peut pas avoir que des bouquins de combat, ne peut pas que avoir des histoires de romance, ne peut pas que avoir des histoires de science-fiction, sauf le magazine de science-fiction. Ne peut pas avoir que des séries de Gundam, sauf Gundam Ace. Et donc ils administrent aussi, donc eux-mêmes ne font pas, font ce qu'ils pensent être des bons mangas, mais ils savent qu'il y a des mangas qui sont plus faibles. Oui, mais qu'il en faut aussi. Mais qu'il en faut aussi parce qu'ils sont plus faciles à écrire, ils correspondent mieux à ce que l'auteur s'est fait. Voilà, il y a tout ça auquel il faut penser. Et c'est là où potentiellement, je sais que si je visualise un petit peu ma bibliothèque, parmi les meilleurs mangas que je vais avoir, ceux que je vais considérer comme vraiment hyper créatifs, qui vont vraiment changer quelque chose, qui vont provoquer quelque chose en moi avec des personnages forts et tout ça, c'est souvent aussi des mangas assez courts. Je me dis que finalement, je me demande s'il n'y a pas aussi une tentation pour les éditeurs, tu vois, d'aller vers le safe choice et de faire quelque chose qui va plaire au grand public sur des mangas un peu longs, tu vois, au niveau du shonen et tout ça, et puis de faire des petits trucs de temps en temps un peu courts comme ça qui... Tu vois, pour se faire plaisir à eux, quoi. Bah, en fait, ce qui est compliqué, c'est ce que vient de dire Max, c'est que en gros, quand t'es éditeur, je parle effectivement du Jump ou des gros magazines comme ça, c'est que tu dois animer un magazine, donc tu dois proposer des choses qui vont plaire, qui vont parler à ton lectorat. Or, on sait très bien que les magazines de shonen aujourd'hui sont plus du tout lus par le cœur de cible que c'était, qui à l'époque était effectivement des jeunes garçons. Maintenant, les magazines de shonen, ils sont lus par tout le monde. Donc en fait, il faut que tu penses à cette œuvre-là, elle va être adaptée à quel public, etc. Et c'est sûr que pour nous, on en a lu beaucoup des mangas, on en parle à longueur de semaine sur ce podcast.
il va y avoir des critères, c'est ce que je disais au début de l'émission, c'est qu'on s'est créé nos propres critères d'appréciation d'une bonne œuvre, quoi. C'est que nous, enfin moi en tout cas à titre personnel, moi ce qui va primer sur un manga, c'est l'originalité, quoi, la surprise, le truc où je vais effectivement ouvrir les pages et me dire mais c'est voilà, j'ai jamais lu ça, c'est ce que Dan Dadan est en train de produire sur moi, mais si ça se trouve un lectorat plus jeune qui n'a pas encore tout justement ce bagage culturel et cette quantité de titres de shonen qu'il a lu et cette construction des codes qui s'est fait, il va pas avoir ce plaisir de voir un auteur casser les codes, comme disait Joe, tu vois, genre ce truc de bah là il a provoqué, il a cassé les codes, machin, et c'est ça qui va me plaire. Lui, ça se trouve, il va juste kiffer lire un jeune gamin qui va vouloir se transcender, devenir le meilleur magicien ou le meilleur ce qu'on veut, tu vois. Et donc il faut toujours ménager ça, quoi. Des séries qui vont être dans des codes, des séries qui vont casser les codes, et les deux peuvent être bonnes pour des raisons voilà, propres au talent de l'auteur, mais c'est compliqué, nous, de dire laquelle est meilleure que l'autre, quoi. Et après, il y a aussi une tendance, je pense, chez nous, à confondre la popularité et la hype. C'est-à-dire qu'il y a des titres qui sont hype parce que voilà, ils sont stylés, ils cassent les codes, l'auteur il est bad boy, machin, c'est le mauvais garçon, il est en train de révolutionner le shonen, machin. Et en fait, son titre, il va pas forcément mieux marcher qu'un titre qui va moins révolutionner le game, quoi, tu vois. Parce que à vous entendre, bah, on a l'impression que Chainsaw Man ou One Punch Man, ce serait mieux que Jujutsu Kaisen ou My Hero Academia, qui peuvent être des shonen un peu plus classiques dans leur forme. Or, ceux qui marchent le mieux, bah, c'est ceux qui sont plus classiques, quoi. Donc, il n'y a pas de vraie recette de qu'est-ce qui est bien, quoi. Oui, puis d'après les réseaux sociaux, et si on regarde le classement des livres préférés des Français, JoJo's Bizarre Adventure est l'une des œuvres les plus importantes du manga en France. C'est ça, quoi. Alors, alors que vous êtes 100 000. Achetez-en plus, quoi. Bah, c'est bien, du coup. Après, non, mais en vrai, c'est déjà bien, mais c'est moins que tous les autres. Sur ce que tu dis, Robin, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis par rapport au fait tes lectures de jeunesse et puis tes lectures d'adulte. Sauf que, moi, mes lectures de jeunesse, aujourd'hui, je les vois avec mon regard d'adulte et j'ai toujours énormément d'affection pour elles. Mais aujourd'hui, je peux dire non, c'était pas ouf. Mais j'ai adoré. Et pour moi, c'est là où il y a quand même une distinction, tu vois. Oui, mais ce sera tes plaisirs à toi. Ce sera pas des titres qui sont rentrés dans l'histoire, tu vois. Oui, mais j'irai pas dire okay, exactement. Clémence, on adore Black Cat. Mais oui, Black Cat. Non, mais c'est pas rentré dans l'histoire. Oui, mais j'irai pas dire à des gens. Non, mais ça, c'est vraiment incroyable. Il faut que tu lises Black Cat. Franchement, ça game changer, tu vois. On est d'accord pour dire que Gun roule sur la concurrence. Bien sûr, évidemment. Avec toutes les expressions appropriées. Oui. Évidemment. Concluons cette émission. Julie, je te laisse conclure en premier de ton côté. Qu'est-ce qu'est un bon manga ? Évidemment, on n'a pas la réponse. Bah non, évidemment. Sinon, ce serait tellement simple. Non. En fait, c'est vrai que c'est super parce qu'on voit... Enfin, moi, j'ai l'impression de voir l'évolution du marché entier. Et aussi, enfin, c'est un marché qui est quand même spécifique. Et ce qui est encore plus dingue, c'est qu'on a l'impression de voir ça en temps réel, quoi, ou presque. Enfin, nous, ça fait un moment qu'on lit des mangas. Et je pense que maintenant, la France est quand même entrée dans un nouveau tunnel de l'histoire du manga. Donc, je trouve que déjà, il y a toute cette histoire autour de l'objet culturel qu'est le manga, donc venu du Japon, etc. Et en plus, il y a cette aura de le business model, excusez-moi pour mon anglais pourri, autour de cet objet, parce que je crois que c'est Robin qui l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais maintenant, c'est une espèce de truc qui agglomère énormément de choses culturelles. Ça va être la presse, ça va être l'animation, ça va être des films, des jeux vidéo, des collabs marketing, des fois avec des fringues, avec des objets. Enfin, ça devient extrêmement varié. Tu vas avoir des expositions, des événements. Et... Les expositions, c'est quand ils veulent envoyer des trucs en dehors du Japon. Oui, bon. Et il y a eu le Covid, et c'est ça. Mais bon, moi je trouve que, bien sûr, tout ça est enrobé de jolis emballages qui s'appelle la mondialisation. Donc, ça devient une espèce d'objet incroyable. Et donc, si tu veux être objectif, donc je parle d'objet vraiment en termes de t'es quelqu'un qui veut avoir une approche scientifique et observer un phénomène, eh bien, il faut que tu prennes tout ça en compte si tu veux avoir quelque chose de juste ou de distancié. Et
c'est impossible en fait de pouvoir tenir compte de tout ça en même temps. Ou alors on se dit juste c'est colossal, c'est magnifique et monstrueux à la fois et on va tous se faire rouler dessus. C'est pour ça que j'ai envie d'invoquer une part de hasard dans la réussite et le fait de réussir un bon manga. Évidemment. Comment tu conclus cette émission, toi, Joe ? Je vais conclure par quelque chose que j'ai pas encore dit dans l'émission mais que j'aime à rappeler en général, c'est que la lecture d'une série, que ce soit manga ou une œuvre en général, ça peut être le cinéma, un roman, ce que vous voulez, pour moi c'est intrinsèquement lié à l'humeur en fait du moment et le contexte dans lequel on découvre cette œuvre. Pour ma part, par exemple, c'est tout à fait possible que j'apprécie pas une œuvre pour une raison quelconque, soit elle est trop dure, trop triste, etc. Mais c'est parce t'as que lu un truc mieux avant. Non, mais c'est vrai que des par fois, exemple, pour Akira, par exemple, enchaîner des lectures peut faire que ça s'influence. Ouais, et tout simplement, je suis pas dans le mood joyeux au moment où par exemple le truc trop dur, trop triste. Si je suis dans un mood joyeux au moment où je le lis, moi je voulais du divertissement, donc j'ai pas apprécié cette œuvre, mais ça veut pas dire qu'elle est mauvaise ou que j'ai pas aimé en tant que telle. C'est parce que si je reviens 2 mois après, au moment où je veux m'ouvrir les veines par exemple, peut-être que cette œuvre-là va avoir un retentissement, en tout cas lors de ma lecture, et je vais l'apprécier en tout cas à sa juste valeur. Et pour moi, attention aux tâches. oui, j'en achète 2, un sous blister. Bref, pour moi la conclusion, c'est vraiment le contexte qui prime beaucoup, énormément. Parce que pour moi un bon manga, c'est d'abord une bonne histoire. Mais allez, Père Castor. C'est aussi des bons personnages. C'est Psyrène quoi. Et voilà, il l'a dit. Évidemment, on peut pas conclure cette émission parce qu'on n'a pas la réponse sur ce qu'est un bon manga. En revanche, on aurait pu disserter encore pendant 2 ou 3 heures facilement. Sans doute. Moi, je crois qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais manga. Je crois que c'est avant tout une histoire de rencontre. Des rencontres entre un auteur et un tanto. Je sais pas si j'ai le droit de conclure aussi, mais tu peux conclure, Clémence. Non. Mais donc effectivement, c'est pas ce qui est difficile, c'est que faut accepter qu'on va probablement jamais trop comprendre ce qui fait qu'un manga est bon ou pas. Parce que pour moi, il y a un côté un peu qui tient un peu du miracle. Une sorte de rencontre miraculeuse, quoi. Parce qu'on en parlait plusieurs fois. C'est un moment, tu vas lire un manga, tu étais en train de faire autre chose. C'est là où je suis pas forcément trop d'accord sur la question de l'humeur. C'est que pour moi, parfois, tu vas être dans une humeur de merde et tu vas lire un manga, tu vas commencer, tu vas tourner les pages et tu vas te dire il se passe un truc et j'ai pas bien compris, je sais pas trop quoi. Je sais pas si c'est vraiment le dessin, parfois c'est le dessin qui touche, parfois c'est la façon dont c'est écrit, parfois c'est le rythme, parfois c'est peu importe quoi, mais parfois souvent d'ailleurs un mélange de tout ça. Mais il y a quelque chose de presque un peu transcendantal quoi. On n'a pas compris tout bien, mais clairement ça c'est juste dingue. Et effectivement c'est le fruit d'une construction personnelle, mais quand même souvent ce qui est assez marquant en tout cas entre nous, et peut-être que juste qu'on est dans le même cercle social et culturel, mais que finalement, même chacun de notre côté, parfois, on va avoir les mêmes évidences sur les mêmes titres, et des titres qui ne sont pas forcément très populaires. Rotend. Ou Journée par exemple. Exactement. Robin, si tu veux le dernier mot de cette émission, il est pour toi. Non, moi en fait, je suis un peu entre ce que vient de dire Clémence et ce qu'a dit Joe. C'est-à-dire que je reconnais qu'il y a un truc qui fait qu'on sait instinctivement que ce qu'on lit c'est bien ou pas, et ça c'est un peu impossible à définir pourquoi. Et en même temps je suis d'accord avec Joe, il y a un truc lié à la manière dont on découvre une œuvre, et moi je sais qu'il y a des choses que j'ai vues ou lues et que j'ai pas aimé la première fois, mais où effectivement je me suis dit il y a quand même un truc, mais j'ai pas aimé quand même. Et je les ai revus ou relus plus tard et je me suis dit en fait c'était vraiment très bien. Donc voilà, il faut à la fois faire confiance à son instinct et en même temps pas trop lui faire confiance. Trouver le bon moment. Merci de nous avoir écoutés pour cette émission. Donc c'est effectivement pas du tout exhaustif. Hein. Non. Il y a encore beaucoup de choses à dire. J'espère que vous êtes toujours aussi perdu qu'au début. Un numéro 2. On se retrouve la semaine prochaine. Nous serons le 25 octobre. Nom de Zeus, Robin, le 25 octobre. On parlera de voyage dans le temps. On parlera de voyage dans le temps la semaine prochaine et ça va être vraiment chouette. Merci de nous avoir écoutés. Ciao, salut. Salut, merci.